Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un cas de disparition qui très certainement a déjà été abordé sur YouTube, mais qui moi me fait froid dans le dos. Et en disant ça, je pèse mes mots, et bien que certainement il existe des vidéos YouTube sur ce cas, vraiment si quelques-uns d'entre vous ne le connaissent pas, ça aura au moins le mérite de vous avoir mis au parfum de cette histoire absolument dingue. En tout cas les amis, avant qu'on plonge dans ce récit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir, et nous, on peut débuter. Pour cet affreux récit, nous devons nous rendre aux États-Unis, dans l'État du Nouveau-Mexique, et plus précisément dans la ville de Belen. Mais nous devons également remonter le temps et atteindre l'année 1988, puisque c'est à ce moment qu'une jeune femme, Tara Calico, âgée de 19 ans, s'apprête à sortir de chez elle. En cette matinée du 20 septembre, la météo est plutôt généreuse, puisqu'un large soleil est en train d'illuminer la ville de Belen. Et Tara, cette jeune étudiante à l'université, habituellement lorsque la météo est aussi clémente, n'hésite pas à sortir pour faire une petite promenade avec sa mère. Patty, la mère de Tara, l'accompagne la plupart du temps à bicyclette et parcourt plusieurs kilomètres avec elle. Mais un récent incident, au cours duquel Patty avait la désagréable sensation d'avoir été suivie, l'a refroidie dans sa volonté d'accompagner sa fille et a laissé, finalement, Tara aller se promener seule. Et ceci arrangeait de toute manière la jeune femme, puisque son vélo avait un pneu crevé et elle pouvait, dès lors, prendre celui de sa mère. Patty, dans un premier temps, a essayé de dissuader sa fille de sortir seule à vélo, mais face à l'inébranlable détermination de celle-ci, elle lui a suggéré d'emmener avec elle une petite arme. Et là encore, Tara trouve que sa mère exagère, et elle refuse d'emmener avec elle un petit marteau. La jeune femme quitte son domicile à peu près à 9h30, mais il ne faut pas qu'elle tarde, puisqu'elle a un rendez-vous avec son petit ami à 12h30, soit 3 heures plus tard. Tara va d'ailleurs plaisanter à ce sujet, et elle va dire à sa mère que si jamais elle a crevé et qu'elle n'est pas rentrée à l'heure, qu'elle n'hésite pas à venir la chercher, pour qu'elle puisse rencontrer son petit copain à temps. La jeune femme, très ordonnée, prépare ses affaires de rechange qu'elle pose sur son lit et puis débute sa promenade à vélo. Tara, habituellement, emprunte le même itinéraire pour ses excursions, et la balade d'aujourd'hui ne fait pas exception. Elle est vue, d'ailleurs, à 11h45, à peu près à 3 ou 4 km de son domicile. Et la jeune femme ne passe pas inaperçue, puisqu'elle conduit un vélo de couleur rose, parsemé de teintes jaunes ici et là. Elle porte également sur ses oreilles un casque lui permettant d'écouter la musique de son Walkman. Mais alors qu'à 11h45, la jeune femme avait été vue à peu près à 3 ou 4 km de chez elle, à 12h30, il n'y a toujours personne à la maison. Tara, n'étant toujours pas rentrée à 12h30, et après l'échange qu'elles ont eu avec sa mère, eh bien celle-ci décide de remonter l'itinéraire qu'elle emprunte habituellement pour essayer de la retrouver et de la secourir entre guillemets si jamais elle avait une crevaison. Et la mère de la jeune femme va commencer à saisir l'importance de la situation et l'étrangeté également de celle-ci, parce qu'elle ne trouvera sa fille à aucun endroit connu, alors même qu'elle était habituée à l'accompagner lors de ses balades. Tara étant très organisée et honorant toujours ses rendez-vous, la jeune femme qui avait une journée chargée ne se serait pas permise de disparaître ainsi sans prévenir qui que ce soit. Patty va alors signaler la disparition de sa fille à la police. Elle va donner un maximum de détails aux agents sur ce début de journée. L'affaire est immédiatement prise au sérieux par les enquêteurs qui vont remonter l'itinéraire tout en questionnant un maximum de témoins potentiels. Et une personne va se présenter aux autorités, expliquant qu'elle a vu la jeune femme sur son vélo rose, suivi d'un pick-up Ford datant de 1953 à peu près, et de couleur blanc cassé ou gris clair. Ce véhicule avait un vieux camping-car à l'arrière, et il a attiré l'œil de ce témoin puisqu'apparemment, il avait l'air de suivre la jeune femme sur son vélo. Jusque-là, il est impossible d'affirmer ou d'infirmer si cette camionnette est bien impliquée dans la disparition de Tara. Mais la police va en tirer une forme de portrait robot et la distribuer un peu partout. Parce qu'après le témoignage de cette personne, les enquêteurs n'excluent pas que Tara, trop concentrée sur la route avec ses écouteurs sur les oreilles, ne se soit pas rendu compte qu'elle était suivie et un malheur a pu se produire par la suite. Le lendemain de la disparition de sa fille, Patty décide de faire une nouvelle fois l'itinéraire que sa fille aurait emprunté et de manière très minutieuse en observant le moindre détail. Et une découverte affreuse, bien que très importante pour l'enquête, va être faite par Patty
puisqu'elle va trouver sur le bord de la route des morceaux du Walkman de sa fille. Et non loin des morceaux de l'appareil, la cassette audio du groupe que Tara écoutait lorsqu'elle partait en balade. Et plus inquiétant encore, à peu près 5 km du domicile, des traces de dérapage d'un pneu de vélo sont découvertes. En observant les marques, la police confirme qu'un vélo a bien fait un demi-tour soudain à cet endroit, ce qui les amène un peu plus loin à identifier des marques de pneus de véhicules ainsi que des taches d'huile. Sans pouvoir tirer de conclusion définitive, les enquêteurs comprennent qu'à cet endroit était impliqué un vélo ainsi qu'un véhicule dans les différentes manœuvres qui ont laissé ces marques. Le 24 septembre, soit 4 jours après la disparition de Tara, des autres morceaux du Walkman de celle-ci sont retrouvés proche d'un camping isolé. Patty, la mère de Tara, suppose que sa fille est en train de disséminer différents indices afin qu'on essaye de la retrouver. Elle exclut totalement que sa fille ait essayé de fuguer. C'est également une théorie totalement réfutée par les autorités pour qui il y a réellement un acte criminel dans cette affaire. Et au fur et à mesure que la police interroge les témoins, il y en a 7 qui sont pris très au sérieux, dont 5 qui mentionnent le fameux pick-up blanc avec le camping-car à l'arrière. De ces témoignages émanent plusieurs suspects, mais au bout du compte, aucune arrestation ne sera réalisée et l'affaire sera classée. Le 15 juin 1989, une photo est retrouvée sur le parking d'un magasin de proximité en Floride. Et ce cliché fait froid dans le dos, puisque l'on peut y voir une jeune femme ainsi qu'un jeune garçon non identifié, bâillonné et regardant sinistrement la personne qui les prend en photo. Les enquêteurs se rendent alors immédiatement au sein de l'entreprise Polaroid qui distribue ce genre de film et il va être expliqué aux agents de police que ce film n'était pas en vente avant le mois de mai 1989. Et puisque la photo a été trouvée le 15 juin 1989, on comprend alors que ce cliché est relativement récent. La femme qui a trouvé l'image sur le parking a également vu le véhicule qui se tenait à côté de la place où a été retrouvée la photo quitter ce parking et elle le décrit comme un Toyota Cargo blanc. Elle a aussi pu apercevoir le conducteur qu'elle décrit comme un homme blanc portant une moustache. Port St. John, l'endroit en Floride où se trouve le magasin, n'est qu'une petite ville de 10 000 habitants et aussitôt, la police va mettre en place des barrages pour essayer de retrouver le véhicule ainsi que le conducteur. Et ni la camionnette, ni le conducteur ne referont surface. Ce mystérieux cliché, néanmoins, va passionner les médias qui vont en faire la une des journaux et en parler dans des émissions télévisées. Et des amis de Patty, la mère de Tara, vont tomber sur l'une de ces émissions et constater que la ressemblance avec sa fille est frappante. Ils vont informer Patty et cela va en quelque sorte relancer l'affaire puisqu'elle devra à nouveau rencontrer les détectives en charge du cas de Tara. Patty va devoir observer l'horrible cliché dans les moindres détails pour essayer de détecter quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête ou du moins la relancer. Et elle remarque une cicatrice sur la jambe de la jeune femme non identifiée, similaire à celle de Tara suite à un accident de voiture. Au fur et à mesure des années, d'autres photos vont apparaître. Une réelle torture pour la mère de la jeune fille, puisqu'elle doit à chaque fois essayer de reconnaître si c'est bien Tara sur ces clichés. Deux photos, néanmoins, sont troublantes. La première a été trouvée non loin d'un chantier de construction en Californie. L'image est floue, mais on constate très nettement une jeune femme bâillonnée avec derrière elle un tissu rayé. Et ce tissu rayé, de couleur bleu clair, n'est pas sans rappeler le premier cliché de la Toyota. Les enquêteurs vont alors une nouvelle fois consulter l'entreprise Polaroid qui leur expliquera que ce film n'était pas disponible avant juin 1989. La seconde image est bien plus troublante, puisqu'il semblerait qu'une jeune femme soit en train d'essayer de se débattre avec les yeux bandés contre un homme qui la retient dans une sorte de camping-car. Une image qui fait réellement froid dans le dos, surtout lorsqu'on est parent et que l'on essaye de retrouver son enfant dans ces circonstances. L'homme sur le second cliché n'a jamais été identifié, mais Patty pense qu'il pourrait s'agir là d'un canular. Et elle se concentre plutôt sur la première image, celle où le visage flou de la jeune femme bâillonnée apparaît. Et avec tous ces clichés, bien sûr, sans pouvoir être catégorique, eh bien Patty pense qu'effectivement il s'agit là de Tara, sa fille. D'autant plus qu'un détail très dérangeant sur le tout premier cliché va en ce sens.
Sur la photo où se trouve l'adolescente, ainsi que le jeune garçon bâillonné, se trouve un livre, disposé là, il semblerait de manière volontaire. Et il ne s'agit pas là de n'importe quel ouvrage, puisque ce livre s'intitule My Sweet Audrina de V.C. Andrews. Pour Patty, il est évident que la disposition du livre sur cette image est volontaire de la part du kidnappeur qui essaye de faire passer un message. Parce que V.C. Andrews est tout simplement l'auteur préféré de Tara qui dévore ses livres. Une situation à vivre des plus glauques pour toute la famille de Tara, puisqu'après ça, il n'y aura à nouveau plus de nouvelles. Le 9 août 2009, David Barnes, le chef de la police de Port St. Joe, la petite ville en Californie où avait été retrouvé l'un des clichés, reçoit 2 lettres en provenance d'Albuquerque. L'une des lettres contenait l'image du petit garçon qui se trouve sur le premier cliché avec un bâillon dessiné au feutre. La seconde lettre contient exactement la même photo, sans le dessin cette fois-ci. Et les images n'ont pas été envoyées seules, elles étaient accompagnées de lettres. Le contenu de celle-ci n'a jamais été rendu public et on ose imaginer ce qu'il pouvait y être écrit. Évidemment, la police de Port St. Joe pense que ces clichés ont un lien direct avec la disparition de Tara. Malheureusement, il est impossible de remonter à l'expéditeur et une nouvelle fois, l'affaire va refroidir. Et malheureusement, les parents de Tara décéderont sans jamais plus avoir de nouvelles de leur fille ou de l'enquête. Et cette affaire a tant secoué l'Amérique que de nombreux fidèles essayent toujours de retrouver Tara ou son kidnappeur. Et le FBI, concerné par l'affaire, n'a pas lâché non plus et a même offert une récompense de 20 000 $ en 2019 contre toute information utile à la résolution du cas de disparition de Tara. Alors vous, je ne sais pas, mais pour moi c'est l'une des pires histoires sur la chaîne. Vraiment, c'est le genre de récits qui me font froid dans le dos, surtout lorsqu'il y a des clichés comme ça. Le fait de ne pas savoir et qu'il y ait un fou, a priori, qui s'amuse à prendre de telles photos, moi ça me glace le sang, bien plus que les tueurs en série et les macabres découvertes comme ça. Puisque cela fait énormément cogiter et travailler notre imaginaire, ce qui parfois peut être extrêmement angoissant. En tous les cas, j'espère que cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer la suite des vidéos à venir. Merci de m'avoir regardé, à bientôt, ciao.